Eh bien, je salue tout le monde, tous qui sont d'ores et déjà présents. Je vous remercie d'avoir fait cet effort, donc un petit peu particulier, de télécharger une application, de comprendre les différentes procédures pour arriver à se connecter à cet espace donc en ligne et qui a cette particularité donc comme dans tout ce qui est environnement style Second Life, Sims, etc., de nous permettre d'avoir cette impression d'un petit peu plus d'immersion. Bon, on aurait pu faire une première sur un espace comme Google Hangout, par exemple, qui permet également de réunir pas mal de monde. Mais il nous a paru qu'il était tout à fait intéressant de tester cet espace-là, et puis d'autant plus qu'il offre tout un ensemble d'outils comme ceux que va utiliser Rémi tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les aspects purement techniques. Je fais une petite pause pour dire, voilà, Gabriel Dort est en train d'arriver. Gabriel connaissant le fonctionnement de l'interface, je n'ai pas à lui dire quoi que ce soit de plus. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de commencer euh, une première conférence qui doit être une première de plusieurs. L'idée, c'est d'organiser des cycles de conférences autour de thèmes qui devront être cohérents. Alors, celle d'aujourd'hui est sans doute un petit peu plus générale par son thème. Nous avons demandé à Rémi Sussand de nous faire en quelque sorte une introduction, mais en lui donnant carte blanche donc sur la manière dont il voulait présenter les choses. Et donc voilà, il nous propose ce questionnement peut-être un petit peu ironique, je ne sais pas, euh, à partir de la question à quoi peut bien servir le transhumanisme? Donc posé dans le cadre d'une conférence organisée par l'Association française transhumaniste, ça peut paraître curieux, mais ça fait, je pense, partie aussi de notre souci d'être ouvert vraiment à tout questionnement et même à toute remise en question, pourquoi pas. Donc ça c'est pour la conférence d'aujourd'hui. Mais les suivantes, celles du mois de décembre et puis celles qui viendront au début de l'année 2014, devraient normalement être axées davantage autour d'un thème plus spécifique. L'idée donc du premier cycle était de se poser d'abord la question de la réception du transhumanisme en France et dans les pays francophones européens en général. Donc je vous le dis tout de suite, je le rappellerai à la fin de la conférence de Rémi, enfin après le débat. Donc la deuxième conférence aura lieu le 8 décembre dans le même espace. Vous serez invité à vous y inscrire par le même processus que vous avez utilisé pour vous inscrire aujourd'hui et elle portera donc spécifiquement sur ce thème-là. Donc c'est moi-même qui ferai une présentation sur la réception du transhumanisme, en France en particulier, dans l'espace francophone européen en général. Donc comment est-ce que depuis une dizaine d'années, ce mouvement, ces idées ont été accueillies, comment les choses sont en train d'évoluer et vers quoi est-ce qu'on va peut-être. Et puis voilà, on aura d'autres conférences sur ce sujet de la part peut-être de sociologues, si tout va bien, par exemple des gens de l'EHESS, quelqu'un comme Antonio Casilli proposera un approfondissement sur des aspects plus précis, et d'autres encore, nous l'espérons. Mais voilà, je ne rentre pas plus dans les détails là-dessus, on en reparlera. Et donc, je donne la parole à Rémi pour la conférence d'aujourd'hui. Donc, Rémi, merci beaucoup d'avoir accepté cette première, parce Bah, c'est qu'évidemment, moi qui on remercie. essuie c'est avec plaisir. On essuie pour nous, enfin, enfin, c'est pas qu'on essuie des plâtres, mais on découvre un petit peu l'interface, même si plusieurs d'entre nous
l'ont utilisé jusqu'à présent plutôt comme spectateur ou pas plus d'une fois ou deux comme orateur. Donc voilà, il se peut qu'on tâtonne un petit peu parfois, mais Giulio est là pour nous remettre sur les rails, et puis je pense que de conférence en conférence, on devrait être de plus en plus à l'aise avec tout ça, si tout se passe bien. Voilà. Donc à toi, Rémi, à quoi peut bien servir le transhumanisme au fait? Bah, c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Ce que je Ah, voudrais en gros dire dans cette... justement, il y a un il y a un problème de problème? Ah, tu me dis quand je peux parler. Tu m'entends? Allô? Oui, Allô? Rémi, Bonjour, on je vous entends t'entend très bien. bien. On m'entend, donc je peux y aller. À mon avis, Oui, sans tu peux y problème. aller. Oui. D'accord. Ah tiens, je vois des privats de texte qui me disent qu'on m'entend. Voilà. Bon, bonjour à tous d'abord. Et effectivement, ce que je vais essayer de voir, à quoi peut servir le transhumanisme, l'idée de base un peu que je vais essayer de développer dans l'heure qui suit, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle grosso modo le transhumanisme, et c'est une définition qui demande peut-être à être resserrée, est en train de vivre une période de crise. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, la question de son existence en tant que isme, si je veux dire, en tant que mouvement, se pose de manière de plus en plus précise. On commence toujours quelque chose par donner une définition. Là, je vais donner deux définitions. C'est-à-dire, je vais donner une première définition simplement pour pouvoir continuer de parler du sujet. Et peut-être qu'au fur et à mesure de l'avancée de cette conférence, on va être obligé de donner une nouvelle définition. Pour l'instant, contentons-nous de dire que le transhumanisme, c'est la croyance dans la possibilité de dépasser les limitations de l'être humain à l'aide d'une technologie. Bon. Alors, c'est une idée qui est très ancienne, et donc c'est bien avant que le mot transhumanisme ait été inventé, puisque le mot lui-même daterait dans des années 70, lorsque Esfandiari a créé le terme tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais on peut le faire remonter jusqu'à Dante, où on trouve dans la Divine Comédie le terme transhumanare. Cette idée de pouvoir transformer l'être humain par la technologie, elle est effectivement très ancienne. Elle date des débuts de la civilisation. Alors, j'ai marqué là sur mes slides moins 5000, à partir de moins 5000. J'ai peut-être un peu exagéré, je dirais plutôt moins 3000, c'est-à-dire effectivement il y a 5000 ans. J'ai vérifié les dates tout à l'heure pour voir si je ne disais pas de bêtises, et effectivement j'ai écrit une bêtise, donc c'est moins 3000. C'est à peu près la sortie, l'écriture de l'épopée de Gilgamesh, qui est le premier roman, la première histoire écrite de l'histoire de l'humanité, et qui raconte l'histoire d'un homme, d'un roi, qui s'appelait donc Gilgamesh, qui essaye d'atteindre l'immortalité, non pas simplement par, je dirais, des austérités et de la foi, etc., mais bel et bien à l'aide de technologies, c'est-à-dire il cherche un produit chimique, une potion qui lui permettrait d'être immortel. Ensuite, il y a eu tout un courant, tant en Occident qu'en Orient, qui est le courant qu'on pourrait appeler le courant alchimique, qui partait aussi de cette idée, c'est-à-dire qu'il était possible, en utilisant certaines techniques dites chimiques, justement, de créer quelque chose, une potion ou une pierre, selon les versions, qui pourrait permettre à l'être humain de dépasser ses limites. C'est une idée aussi qu'on retrouve dans le Veda des Indiens, qui est aussi un des premiers textes sacrés, à propos d'une mystérieuse drogue dont on n'a jamais connu exactement la composition exacte, qui s'appelait le soma, et il est dit dans le Rig Veda, nous avons bu le soma, nous sommes devenus pareils à des dieux. Donc il y a cette idée qui court tout le long, tant en Asie qu'en Occident, d'une possibilité de dépasser ses limites par l'usage de certaines techniques. Bon, vers les années, ça reste quelque chose de très underground. C'était assez, les recherches de l'immortalité ont été assez pratiquées en Chine de manière assez ouverte. Bon, en Occident, ça a été beaucoup plus sous le manteau parce que l'alchimie, tout en étant autorisée par l'Église chrétienne, était quand même au bord de l'hérésie.
Dans les années, bon, avec l'arrivée du XXe siècle et de la science, on commence à imaginer effectivement de plus en plus une mutation et une transformation de l'être humain. C'est l'époque de la science-fiction, avec effectivement le thème du mutant qui se retrouve à peu près partout, qui aussi se retrouve dans les comics de l'époque, et donc qui commence à imprégner un petit peu la mentalité notamment américaine. Bon. Jusqu'aux années 70, on peut dire cependant que on reste dans le domaine ou du mythologique ou de la fiction et il n'y a pas de recherche pratique dans ce domaine-là. Dans les années 70, il commence à y avoir des mouvements, ce que j'appelle la période underground, que j'arrête en 1990, mais il va bien il va sans dire que ce sont des phases qui ne se succèdent pas de manière complètement linéaire et qu'elles se continuent après que l'autre soit né, etc. Hein. Mais c'est la période que j'appelle underground qui est marquée par des mouvements très très souterrains, souvent liés à la contre-culture et notamment à quelqu'un comme Timothy Leary, qui a été nommé le pape du LSD dans les années 60, mais qui dans les années 70 s'est converti à une espèce de science extrême, de science futuriste extrême. On trouve aussi des gens comme Robert Anton Wilson, un autre écrivain de science-fiction, et toute une cohorte de gens qui à l'époque sont jeunes, qui veulent réaliser le futur. Hein. Notamment, il y a un petit groupe qui s'appelle la L5 Society, qui veut à l'époque créer des possibilités d'un voyage spatial de manière privée. C'est aussi l'époque où commencent à naître les premiers instituts de cryonie. Le thème de la cryonique, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, est très souvent lié à l'histoire du transhumanisme. Vous savez, la cryonique, c'est l'idée de congeler quelqu'un qui est mort pour pouvoir le ressusciter le jour où la science permettra de le faire. J'emploie le terme cryonique, on peut parler aussi de cryonie, il n'y a pas vraiment de normalisation du terme, et non pas le terme de cryogénie, parce que la cryogénie, c'est grosso modo la science du froid et la science des organismes sous l'effet du froid, et ça n'est pas forcément lié à ce mouvement-là. Bon, dans les années, vers la fin des années 80, je crois que c'est en 88 que naît l'Extropy Institute, si je ne me trompe, il y a ce qu'on appelle la période évangéliste. C'est-à-dire la période évangéliste, c'est-à-dire c'est le moment où se créent des organisations qui commencent à revendiquer le terme transhumaniste, qui jusqu'ici était un terme parmi d'autres et qui n'était pas forcément le plus répandu, et à essayer de le fabriqué en idéologie, je dirais. Hein. Donc c'est l'époque effectivement d'abord de l'Institut Extropy, ensuite dans les années 96-97 se crée la World Transhumanist Association qui va devenir Humanity Plus et toute une kyrielle d'ailleurs d'autres petites organisations qui vont se générer au fur et à mesure des conflits, des schismes ou des désaccords entre les uns et les autres. Donc c'est la période où effectivement on cherche à créer une espèce d'évangélisation du transhumanisme. Aujourd'hui, la question se pose de quelle va être la prochaine phase et qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il s'est passé quand même quelque chose d'important, c'est que depuis une dizaine d'années, la plupart des thèmes du transhumanisme sont devenus complètement récupérés et discutés dans les milieux intellectuels traditionnels. Alors j'utilise l'horrible néologisme de mainstreamisation, hein, pour dire ça devient mainstream. Alors à partir de quand est-ce qu'on peut dire que le transhumanisme devient mainstream? Je dirais que vers 2000-2001, il y a d'abord quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire que William Bainbridge et Mikhail Rocco vont proposer à la National Science Foundation, qui est donc un petit peu l'équivalent du CNRS français aux États-Unis, mais qui a évidemment beaucoup plus de moyens, un rapport sur ce qu'on appelle la convergence NBIC pour l'amélioration des performances humaines, et donc un rapport qui va pas forcément avoir un succès énorme, mais qui va attirer, je dirais, le regard des intellectuels sur le sujet. C'est d'ailleurs toujours très très ironique, c'est-à-dire que effectivement, tant qu'il n'y a pas un rapport qui est soumis, personne n'en avait rien à faire du transhumanisme. Hein, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où ça devient un peu institutionnel qu'on commence à en parler. C'est à partir de ce moment-là aussi qu'on commence
à avoir un discours qui est assez opposé au transhumanisme. Je ne parle pas d'une espèce de ludite telle qu'on l'imagine trop souvent et qui est peut-être, à mon avis, largement imaginaire, mais c'est dans ces années-là que, par exemple, Francis Fukuyama dit le transhumanisme est l'idée la plus dangereuse du monde, et que quelqu'un comme Joseph Ratzinger, c'est-à-dire Benoît XVI, va se servir un peu de cette idée du transhumanisme comme repoussoir en disant finalement il y a une remise en cause de la nature humaine et cette remise en cause de la nature humaine peut nous amener à quelque chose de terrible. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions qui sont autour des thèmes du transhumanisme, hein, c'est-à-dire qu'on parle de la longévité, on parle de l'homme augmenté, on parle des big data qui sont très à la mode, on parle de l'IA. Alors quand je dis bien sûr discuter dans les milieux intellectuels classiques, c'est quand même les milieux intellectuels un peu intéressés par la technologie. Mais disons qu'effectivement, beaucoup de ces idées, ce que j'appelle le transhumanisme non radical, c'est-à-dire qu'effectivement, Julio a fait une petite plaisanterie sur le texte de chat, c'est-à-dire effectivement, c'est l'idée, c'est, si j'ose dire, un transhumanisme pour le court terme, qui est basé effectivement sur une augmentation de la longévité, de l'IA, des augmentations neurologiques ou physiologiques, etc. C'est des thèmes qui aujourd'hui sont présents. Et force est de reconnaître que autant ces thèmes étaient marginaux et bizarres dans les années 90, ou dont, pour en parler au niveau personnel, quand j'ai découvert ces gens-là, dès que Internet a été disponible, en fait, vers 95, ces gens étaient quand même très très radicaux. Aujourd'hui, bon, finalement, ce discours-là imprègne finalement tout le discours sur la technologie, hein. Et ce qui est malheureux, c'est que je ne suis pas certain qu'au sein des milieux transhumanistes, je parle du transhumanisme au sens vraiment international, hein, je ne parle pas du français ou de l'américain, etc., je ne suis pas certain qu'il y ait un renouvellement des idées. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup des discussions qu'on voit sur les mailing lists transhumanistes sont finalement du même ordre que des discussions que vous verriez ailleurs dans des listes de discussions plus, je dirais, classiques. Alors maintenant, on va se demander, mais alors finalement, justement, à quoi ça sert le transhumanisme si finalement, il n'apporte pas finalement quelque chose de vraiment nouveau. Alors la première idée qu'on peut avoir, c'est le transhumanisme est un mouvement politique. Alors, d'accord, mais effectivement, c'est un mouvement politique qui revendique quoi? Est-ce qu'il revendique effectivement au final, ce dont on a l'impression, c'est qu'au final, la revendication principale du transhumanisme, la revendication au sens pratique du transhumanisme, ça serait d'augmenter la recherche. Bon, et d'augmenter les fonds pour la recherche. Bon, ce qui est une idée qui est sympathique, mais il n'y a pas besoin d'avoir une philosophie transhumaniste pour bien aimer la science, pour bien aimer le progrès et pour vouloir augmenter les fonds pour la recherche. C'est peut-être pas la bonne base pour demander d'augmenter les fonds pour la recherche. D'autant plus que si on demande aux différents transhumanistes quelle recherche il faudrait pousser, tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, Didier, qui est ici, dirait mais c'est la recherche sur la longévité, par exemple. Mais d'autres vont dire pas du tout, la recherche sur la longévité en biologie et en médecine, c'est pas du tout ce qui est radical. Ce qu'il faut, c'est travailler sur la nanotechnologie, parce que la nanotechnologie nous permettra de refondre complètement le corps humain, et on n'aura plus besoin de la médecine, grosso modo. D'autres vont aller encore plus loin, comme les singularitariens, ils vont dire non, non, ce qu'il faut, c'est faire de la recherche sur l'IA. Pour deux raisons, c'est parce que de toute façon, c'est grâce à une intelligence artificielle qu'on va pouvoir développer, dépasser nos limites, et surtout, si cette intelligence artificielle se développe sans notre contrôle et sans qu'on cherche exactement ce qui se passe, elle risque grosso modo de nous exterminer. Je simplifie un peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y a d'autres sujets qui sont aujourd'hui au cœur, je dirais, d'une réflexion qui serait sur la transformation de l'être humain, du transhumanisme, etc., et sur lesquels les mouvements dits transhumanistes ne s'impliquent pas beaucoup. Par exemple, bon, moi, ce qui m'a vraiment frappé, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est lors des discussions sur le mariage gay et notamment l'argumentation des anti-mariages gays qu'il y a eu
cette année, il y avait un argument qui était profondément lié au transhumanisme, c'est-à-dire vous remettez en cause la nature humaine, etc. C'est un point sur lequel les transhumanistes auraient pu réagir et effectivement dire ah oui, mais nous justement nous avons une autre définition de la nature humaine, etc. Et il y a d'autres sujets comme ça. Par exemple, on se pose souvent la question de manière un petit peu lointaine, que se passera-t-il au niveau lorsqu'il y aura des médicaments contre le vieillissement. Mais il y a une question aujourd'hui, c'est que se passe-t-il pour l'accès aux médicaments des pays du tiers-monde? Est-ce que aujourd'hui, quel est le statut de la propriété intellectuelle du médicament? Ce sont des sujets qui ne sont pas vraiment abordés. Donc, quand le transhumanisme se veut politique, on découvre que finalement, c'est une politique sur des sujets qui sont à venir, mais qui finalement, quand les sujets commencent à se pointer au présent, il est étrangement absent. Alors il y a une autre possibilité. Le transhumanisme, ça pourrait être, et je dis ça absolument sans aucun aspect péjoratif, un moyen de se faire du pognon. C'est-à-dire, ce qui serait quand même intéressant, c'est que si je pouvais prévoir un peu l'avenir et vers quoi on se dirige, eh ben, je pourrais créer une entreprise qui, au moins, non seulement, je dirais, permettrait d'avoir de l'argent, hein, mais aussi de changer vraiment les choses. C'est-à-dire, après tout, c'est ce qui s'est passé avec la micro-informatique. C'est-à-dire que, bon, quand Steve Jobs et Wozniak, dans leur garage, ont créé le premier micro-ordinateur, ils ont contribué à changer le monde, même si, à mon avis, Steve Jobs a aussi beaucoup contribué à le faire reculer dans les années qui ont suivi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais effectivement, il y avait cette idée de l'entrepreneur futuriste. Alors ça, il y a eu plusieurs, il y a plusieurs aspects à ça. D'abord, il y a les entreprises qui sont véritablement futuristes, qui sont vraiment nées dans le cœur du transhumanisme. C'était effectivement, par exemple, ce ne sont pas vraiment des entreprises, ce sont plutôt, je crois, des fondations et des associations, le cas des entreprises qui ont fait de la cryonique, qui vous proposaient, moyennant finance, de vous faire congeler pour ensuite éventuellement vous faire ressusciter. Il y a eu aussi à un moment des petites entreprises qui se sont lancées, qui ont cherché à créer, vraiment à se lancer dans la nanotechnologie à une époque où c'était vraiment pas du tout développé, ou dans l'intelligence artificielle en essayant de créer des intelligences artificielles fortes. Il y a eu des entreprises comme ça, il y en a quelques-unes. Bon. Elles sont, je dirais, grosso modo, ce sont plutôt des think tanks que de véritables entreprises. Hein, ces choses, on ne peut pas attendre de leur part un vrai succès économique. Il y a aussi la deuxième phase qui est, je dirais, celui des startups scientifiques et de haute technologie. Alors celles-là, ce sont les petites sociétés qui vont s'emparer d'une technologie futuriste, mais qui existe déjà, pour la faire avancer et sans beaucoup d'argent. Alors par exemple, pour vous donner un exemple assez intéressant, au début des années 90-2000, je dirais à peu près, je ne sais plus à peu près dans quelle phase, on a parlé d'une infomésa, c'est-à-dire d'une nouvelle Silicon Valley qui se développerait autour du Santa Fe Institute au Nouveau-Mexique et qui travaillait sur la complexité, sujet sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. Et effectivement, il y a eu des sociétés qui se sont créées, des entreprises qui se sont créées autour de ce qu'on a appelé l'infomésa, qui cherchaient déjà, je dirais, il y a une quinzaine d'années, à travailler un petit peu sur ce qu'on appelle aujourd'hui les big data et qu'on appelait à l'époque plus la complexité. Donc, toutes ces sociétés se sont effondrées. Elles n'existent plus. Hein. D'autres startups, récemment par exemple, se créent autour de la biologie synthétique. Il y a une explosion de startups autour de la biologie synthétique et de l'avis des experts du domaine, la plupart vont s'effondrer parce qu'effectivement la technologie n'est pas encore prête pour avoir des retours sur le plan économique. Un autre exemple de startups qui ont fonctionné avec une technologie qui était là et qui pourtant n'a jamais développé, on est en ce moment en train d'utiliser cette technologie, c'est celle autour des mondes virtuels et de la Coupure, Giulio, que doit-on faire? Apparemment, et Marc avait été coupé aussi. Est-ce que Il tu faut sais comment attendre que, évidemment, Rémi a eu un problème de connexion et il faut attendre qu'il se récupère simplement.
Je vous entends, moi, en tout cas. Voilà, il est revenu. Rémi, Voilà. continue. Alors, où est-ce que je m'étais arrêté? Il faut que tu remettes en marche ton webcam aussi. Ah oui, exact. Est-ce que vous avez entendu quand je vous parlais de les mondes virtuels? Moi, j'ai arrêté d'entendre exactement quand tu as prononcé le mot monde virtuel. Alors, si tu peux redémarrer à partir des mondes Pareil. virtuels, ça serait un bon Pareil pour moi. D'accord. Donc en fait, ce que je disais, c'est qu'il y a eu beaucoup de petites sociétés, je pense à Blackstone par exemple, etc., qui se sont lancées très très vite dans la création de mondes virtuels et que effectivement, il y en a même eu une qui a été très à la mode à un moment, qui était celle qui est Linden, hein, qui a créé Second Life. Et pourtant, c'est une technologie qui se développe très très doucement et à chaque fois, en général, ces boîtes ferment ou arrêtent, ce qui est dommage. Mais effectivement, je ne sais pas où en sont les créateurs aujourd'hui de OpenQuark, hein, mais effectivement, c'est une technologie qui a du mal parce qu'elle n'est pas encore prête, donc elle n'arrive pas à se développer, bien qu'il y ait déjà quelque chose. Contrairement aux entreprises ultra futuristes dont je parlais il y a quelques minutes, là, ce sont des startups qui ont déjà des billes, qui ont déjà une technologie, mais elle est quand même encore trop neuve pour vraiment procurer quelque chose. Et puis, il y a le moment qui peut être lié à la mainstreamisation dont je parlais tout à l'heure, où les grosses sociétés s'en mêlent. C'est-à-dire effectivement, bon, ce qui est extrêmement intéressant en ce moment, ces jours-ci, je dirais même, c'est que des grosses sociétés comme Google, pour ne pas la nommer, s'intéressent à des idées qu'on pourrait appeler transhumanistes. Vous savez qu'effectivement, il y a quelques jours, hein, peut-être 15 jours, 3 semaines, elle a annoncé la création d'une filiale consacrée à la longévité, que séparément, il y a d'autres, je crois que c'est Breed ou Page qui ont investi dans une entreprise qui vise à coloniser les astéroïdes pour en retirer les ressources. De son côté, Branson de Virgin, lui aussi, lance Virgin Galactic pour aller dans l'espace, etc. Et Elon Musk travaille aussi un petit peu sur l'idée comme ça du développement de l'espace. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, effectivement, des gens qui ont réussi de manière, je dirais, économiquement, se lancent dans ces projets. Alors, on verra ce qu'il en adviendra. Est-ce que ça va être des danseuses qui vont être les premières à faire les frais en cas de crise économique, ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui se lance? Là, sur ce plan, j'ai effectivement pas d'idée, mais effectivement, ça va être intéressant à développer parce que ça, c'est une nouveauté. Enfin, il y a un courant du transhumanisme qui est extrêmement intéressant, qui est assez peu fréquenté, je dirais assez peu étudié par les transhumanistes intellectuels, c'est le lien avec le mouvement dit du quantified self et l'idée d'un do-it-yourself transhumanisme, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, chacun d'entre nous, améliorer notre condition à l'aide des technologies qui sont là, qui sont présentes, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, etc. Mais alors là se pose à nouveau la question, c'est-à-dire que c'est très bien, mais on n'a pas besoin du transhumanisme en tant qu'architecture philosophique pour améliorer notre condition. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, si vous êtes biohacker, si vous êtes body hacker, du transhumanisme, du tout. D'ailleurs, j'en connais qui ne veulent pas entendre parler de transhumanisme et qui sont dans le quantified self, etc. C'est-à-dire qu'en gros, cette branche très pratique n'a pas besoin, je dirais, de l'architecture philosophique du transhumanisme. Alors reste une autre voie que moi je trouve très intéressante et sur laquelle je reviendrai à la fin et qui peut être curieuse, c'est ce que j'appelle la voie métaphysique. C'est-à-dire effectivement, il y a une fantasmatique dans le transhumanisme, il y a un imaginaire. Et finalement, bon, même si politiquement et économiquement son intérêt est anecdotique, même si au niveau de la recherche, c'est pas le transhumanisme qui va aider à augmenter les fonds, il y a tout un aspect mythologique qui est l'aspect issu de la science-fiction, hein, qui est, à mon avis, tout à fait fondamental dans le transhumanisme et qui, lui, ne s'est, de façon assez intéressante, pas du tout mainstreamisé. C'est-à-dire que très souvent, bon, je me retrouve dans des débats, je dirais, et Dieu sait s'il y en a sur l'homme augmenté, etc. Et le débat est souvent sur l'éthique, etc. Je cite un moment parce que je vois un message intéressant sur Linden Lab. On reviendra dessus.
Ce que je disais, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup d'hommes augmentés, d'éthique, d'économie, etc. Mais très souvent, je dis, mais vous savez, ce qui est à la base du transhumanisme, c'est quand même l'idée de la conquête de la galaxie, de poids oméga, de civilisation spatiale, et ça, c'est pas du tout présent. Et je pense que cette mythologie, qui est presque, je dis c'est presque une métaphysique, parce que c'est vraiment basé sur l'idée que par la science et la technologie, l'être humain peut se dépasser complètement et atteindre vraiment quelque chose de totalement différent, c'est peut-être une idée qui va continuer à être féconde, mais en arrière, c'est-à-dire qu'elle inspirera des gamins qui ont vu de la science-fiction, qui deviendront peut-être des scientifiques, qui deviendront peut-être des experts en technologie, qui s'ouvriront à de nouvelles pratiques éthiques, etc. Et c'est, je pense, une idée qui est fondamentale et qui, à mon avis, restera importante. Mais, ceci dit, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut faire attention entre ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et ce qui est de l'ordre de cela pourrait être réalisé. C'est-à-dire que si à partir du moment où vous entrez dans un système évangélique où vous dites oui, finalement, nous allons monter une galaxie, nous allons coloniser la galaxie, etc., nous allons le faire, nous pouvons le faire, etc., on n'en est pas sûr du tout. Donc il faut quand même garder un petit peu ce côté aussi, on est dans le domaine de la spéculation, on est dans le domaine du rêve qui peut ou non se réaliser, mais sur lequel il faut effectivement savoir raison garder. Et là aussi se pose la question de l'utilité du transhumanisme. Il y a d'excellents auteurs de science-fiction qui n'ont pas besoin du transhumanisme pour imaginer le futur à long terme de l'humanité. Alors maintenant, j'en viens justement à ma redéfinition. C'est-à-dire, je me dis, bon, finalement, le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose finalement d'assez flou. Ça a toujours été quelque chose d'assez flou. Ça n'a pas été, à mon avis, ça n'a jamais été une philosophie au sens propre du terme, une idéologie. Ça a plutôt été un creuset. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était un jeu de discussion où les gens pouvaient lancer des idées totalement folles et totalement radicales. Et effectivement, les mailing lists transhumanistes, surtout dans les années 90, jouaient avec des tas d'idées qui n'avaient rien à voir avec les limitations de l'être humain uniquement. Il y avait des discussions sur le futur des monnaies, par exemple. La première fois que j'ai entendu parler de futur des monnaies, c'est dans la mailing list transhumaniste. Quand on parlait effectivement de machines autoréplicatrices, bon, c'était autour, effectivement, on parlait beaucoup de Erwin Drexler et de nanotechnologie, mais aujourd'hui, il y a des imprimantes 3D autoréplicatrices. Donc aujourd'hui, finalement, le transhumanisme, est-ce que finalement, il faut rester sur cette idée de la définition que j'ai donnée au départ, hein, modification de l'être humain par des technologies, ou est-ce qu'il faut passer à une autre idée qui inclut naturellement les transformations d'être humain, qui est de dire, finalement, avec les technologies et avec ce qui se passe aujourd'hui, on entre dans un domaine où le futur risque d'être totalement fou. Donc, il va falloir dépasser nos capacités actuelles d'imagination pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quand vous regardez la plupart des trucs de prospective, tout ce que se contentent de faire la plupart des chercheurs dans ce domaine, c'est de poursuivre les tendances. C'est-à-dire, bon, en 2050, il y aura, je ne sais pas, 40% de la population qui aura au-delà de 60 ans, donc il faut penser à s'occuper de ces gens-là. La question n'est pas, oui, mais est-ce qu'à 60 ans, est-ce qu'il n'y aura pas eu des médicaments anti-vieillissement? La question ne se pose pas dans la prospective classique. Or, aujourd'hui, on est dans un domaine où beaucoup de choses peuvent changer radicalement, mais on ne sait pas lesquelles parce que, effectivement, on est aussi dans une époque où, pour la première fois, on est face à la barrière des systèmes complexes. C'est-à-dire que jusqu'ici, la science et la technologie, je dirais, ont procédé avec
des systèmes qui répondaient à la mécanique newtonienne ou par des mécaniques beaucoup plus complexes comme la mécanique quantique ou la relativité, mais qui sont, je dirais, d'une certaine manière simples, en ce sens que, effectivement, même si je ne comprendrais pas un seul mot à un manuel de physique quantique, hein, quand je dis simple, j'emploie simple au sens où Murray Gell-Mann, qui est donc un prix Nobel de physique, le dit, la physique quantique est simple par rapport à la biologie. C'est-à-dire qu'effectivement, les interactions sont linéaires et les prédictions sont possibles. Y compris dans le domaine où, comme vous savez, en physique quantique, on ne prédit pas, mais on peut prédire cette non-prédiction, si j'ose dire. Vous voyez ce que... bon. Tandis que dans les systèmes complexes, il y a des choses. Alors, les systèmes complexes, qu'est-ce que c'est? C'est le vivant, donc ça pose effectivement toute la question de la biologie. Hein. C'est l'esprit, donc ça pose la question des modifications de l'esprit. C'est la société, qui effectivement est un système complexe, c'est-à-dire un système qui est composé d'une multitude d'agents dont les interactions sont très très vite imprévisibles. C'est également les écosystèmes, hein, puisque vous savez que c'est très très difficile de prédire à long terme le comportement d'un écosystème. Alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose où le transhumanisme n'était pas vraiment engagé, et je pense que les gens qui sont dans le transhumanisme, parce que le transhumanisme ne s'engage pas lui-même, mais les gens qui s'intéressent au sujet devraient se pencher plus dessus, c'est effectivement cette idée de système complexe et de choses imprévisibles. C'est peut-être la grande transformation qui est intervenue au XXe siècle. C'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'ici, les choses étaient suffisamment lentes pour permettre une forme de prédiction. Aujourd'hui, on ne peut plus. Vous savez qu'il y a une espèce de croyance chez les transhumanistes qui est ce qu'on appelle la singularité. La singularité, c'est l'idée que les technologies vont aller jusqu'à un tel niveau de rapidité, de perfectionnement que dans un avenir proche, on ne pourra plus du tout prédire le futur. Bon, ce qui est assez ironique, c'est qu'en fait, nous sommes déjà dans la singularité. C'est-à-dire que la singularité, c'est le moment où effectivement, on est face à des systèmes complexes et où on ne sait plus ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus parler de prédiction, on ne peut plus parler que de navigation. De navigation, c'est-à-dire effectivement, paradoxalement, on ne peut, la notion de futurisme radical nie la notion de futurologie. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, effectivement, on ne peut plus dire nous allons vers telle chose. On peut effectivement imaginer une espèce d'utopie transhumaniste, on peut tout aussi bien imaginer un retour aux grottes parce que, effectivement, réchauffement climatique, guerre nucléaire, etc. Donc on est face à un panel de scénarios qui est extrêmement plus vaste qu'avant. Et donc, la notion de transhumain, la modification, pour reprendre là le terme, la définition classique que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire la modification de la nature humaine, elle va être beaucoup conséquence de ces différents scénarios. Je vous donne un exemple qui est intéressant parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout transhumaniste qui l'a écrit, c'est André Lebeau, qui avait écrit un livre sur notre addiction à la technologie, au progrès et à la consommation, et qui dit que ça va aboutir à la destruction de notre écosystème. Et donc la seule manière d'arriver à sauver l'humanité et le monde, ça serait de faire des manipulations génétiques pour que l'être humain soit moins consommateur. Ce qui est très drôle, parce que finalement on en arrive, finalement, même si vous êtes un écologiste profond, à espérer créer des modifications technologiques sur l'être humain pour permettre finalement le renoncement à la technologie. Donc c'est un exemple d'un transhumanisme possible qui ne serait pas effectivement dans le sens où l'évangélisme transhumaniste imagine trop souvent le transhumain. Alors ce futur, cet extrêmement large panel de futur, il se déroule dans un contexte qui justement est extrêmement instable, qui est d'abord la fin de l'hégémonie occidentale, c'est-à-dire que bien entendu on ne peut rien prédire, donc je ne vais pas me permettre de prédire ce qui va se passer à 20 ans, mais il semble bien qu'aujourd'hui la tendance est à la montée de nouvelles puissances. C'est d'ailleurs intéressant de remarquer que certaines de ces nouvelles puissances ne développent pas, même de manière marginale, un intérêt pour le transhumanisme. Ce qui me frappe, c'est que bon, je ne parlerai pas de la Chine parce que je connais les difficultés, comme tout le monde, de communication depuis l'intérieur du continent chinois avec le monde extérieur, donc et les problèmes de démocratie qui sont liés, donc on ne peut pas trop savoir ce qui se passe en Chine. Mais ce qui m'a frappé, c'est que deux pays qui sont très investis dans le futur, je pense à l'Inde et au Japon, qui sont tout à fait
intégrés à la sphère anglo-saxonne et occidentale au niveau de l'Internet, etc., ou qui ont développé un imaginaire, notamment au Japon, de la robotique, etc., et avec les mangas même de la mutation et de la transformation de l'être humain assez fort, il n'y a pas, je n'ai pas connaissance, vous pourrez peut-être me changer là-dessus, je n'ai pas de connaissance dans les mailing lists qu'on connaît et qu'on pratique, de transhumanistes japonais ou indiens. Et pourtant, il devrait y en avoir. L'Inde, c'est pareil. L'Inde, vous savez, bon, on dit toujours qu'il y a beaucoup de pauvreté en Inde. N'oubliez pas qu'il y a une classe moyenne de 450 millions de personnes en Inde, donc plus que toute la communauté européenne, et que l'Inde est un réservoir de programmeurs et de mathématiciens absolument fabuleux. Et en plus, la spiritualité traditionnelle indienne, comme le dit Henri Michaud, insiste beaucoup sur effectivement le dépassement des limites de l'humain. Elle n'a pas ce problème faustien que le christianisme a vis-à-vis de cette notion. Et c'est étonnant, Google India Future Society, me dit Julio, donc je redire ce que j'ai dit, mais ceci dit, je reste quand même un petit peu sceptique sur effectivement l'impact du transhumanisme dans ces pays-là. Il y a aussi autre chose qui va se passer, qui est le réchauffement climatique, qui va nous obliger peut-être à renouveler complètement la façon dont nous pensons la technologie. C'est-à-dire, effectivement, peut-être qu'on va devoir se lancer dans la géo-ingénierie, par exemple la manipulation du climat, ce qui va poser des tas de nouvelles questions. Les crises politiques, elles, qui sont toujours imprévues. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des crises politiques absolument monstrueuses dont on n'a pas idée aujourd'hui. Si en 1988, quelqu'un avait dit « dans 2 ans, l'Union soviétique n'existe plus », même dans un roman de science-fiction, ça ne serait pas passé. Il y a aussi des changements technologiques totalement imprévus. Je me rappelle d'un échange de mails en 1996 sur une mailing list transhumaniste, qui était la mailing list transhumaniste classique de ces années, qui était la liste qui s'appelait Supérieur H, c'était avant H+, qui était donc une mailing list sur le sujet. Et il y avait une discussion sur le clonage des mammifères, et quelqu'un a dit « Oh, de toute façon, c'est très très loin la possibilité de réaliser le clonage des mammifères. » 3 semaines après, 3 semaines, hein, c'était Dolly. Donc c'est vous dire à quel point même dans les milieux les plus futuristes, c'est parfois difficile de prévoir les changements qu'ils vont faire. Donc effectivement, tout ça va poser des tas de nouvelles questions et il va nous falloir commencer à réfléchir là-dessus. Il va falloir aussi commencer à réfléchir sur le rapport entre le transhumanisme et la recherche. Le transhumanisme, je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'il puisse aider la recherche. Je ne pense pas qu'il y aura un mouvement transhumaniste qui va permettre aux chercheurs de gagner beaucoup d'argent et donc de pouvoir faire beaucoup de recherche. Par contre, le rôle que pourraient avoir les gens qui travaillent dans le transhumanisme, c'est de se poser la question de la valeur des recherches. Or, c'est pareil, dans ces milieux-là, il y a très souvent, moi je parle d'idées au bord de la pseudoscience, c'est peut-être un peu méchant, c'est pas de la pseudoscience, mais disons c'est la confiance dans des hypothèses qui sont encore extrêmement fragiles, sans esprit critique derrière. Je pense bien entendu à la cryonique. Je n'ai pas de critique vis-à-vis de l'idée philosophique que congeler quelqu'un et le ressusciter plus tard puisse ne pas marcher. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Effectivement, je ne vois pas philosophiquement, si la personne est bien congelée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du tout, on peut imaginer qu'on puisse recomposer effectivement son système neuronal et qu'il lui uploader dans un ordinateur. Ça peut s'envisager. Par contre, commencer à faire payer des gens pour ça et ensuite essayer de se lancer dans une espèce d'acte je dirais, à nouveau de propagande et d'évangélisme en faveur de la cryonique pour ce qui est un projet de recherche lointain, c'est quelque chose qui est beaucoup plus à remettre en question. Dans les années 90, on parlait beaucoup de la nanotechnologie d'Eric Drexler, qui était un ensemble d'idées brillants, mais qui était beaucoup critiqué par beaucoup de scientifiques qui d'ailleurs aimaient bien Drexler pour avoir créé l'idée de la nanotechnologie, mais qui disaient les théories de Drexler sont fausses sur la manière de créer de la nanotechnologie, et il n'y avait pas de discussion au sein des mailing lists transhumanistes sur la faisabilité de la nanotechnologie. Il n'y avait pas de doute sur les mailing lists extropiennes, de la WTA et tout, sur le fait que la nanotechnologie allait arriver, et que notamment l'assembleur universel de Drexler allait arriver. Or, rien n'est moins sûr, puisque d'après certains physiciens, il se pourrait que quelque chose comme l'assembleur universel de Drexler soit en opposition avec les lois physiques.
Je ne dis pas que c'est le cas, mais il y a débat. Maintenant, ensuite, aujourd'hui, avec le mouvement singularitarien, la grande mode, ça a été l'IA Force. L'IA Force va arriver, va tout transformer, mais on ne discute jamais de la faisabilité de l'IA Force. Donc, je pense qu'effectivement, l'un des aspects les plus importants, c'est commencer à savoir évaluer ce qui est faisabilité, etc. Ça veut dire peut-être mettre un peu les mains dans le cambouis, ça veut dire effectivement faire venir plus de chercheurs, ça veut dire effectivement se poser des questions qui sont plus d'ordre techno et scientifique. Enfin, je parlais justement des systèmes complexes. Nous sommes face à cette barrière. Effectivement, bon, est-ce qu'il ne faut pas commencer à repenser notre façon de voir la société, de voir l'humain, etc., et commencer à étudier de nouveaux modèles? On n'est plus du tout dans le transhumanisme, là. On n'est plus du tout dans la transformation de l'être humain. On est simplement dans une question qui est, si je veux penser le futur, est-ce que j'ai les bons outils pour ça? Par exemple, parmi les choses les plus excitantes que j'ai vues ces dernières années, il y a les théories de Peter Turchin sur les cycles historiques. C'est-à-dire qu'il se base sur la science de la complexité, et notamment sur un certain nombre de boucles cybernétiques pour dire, bon, il y a des cycles historiques, et on peut arriver à prédire, d'une certaine manière, l'avenir à partir de ces cycles. Alors, ça peut paraître bizarre, parce que la complexité, on nous dit, c'est de l'imprévisible, et en même temps, on nous dit c'est de la prédiction. C'est un peu ambigu, c'est-à-dire que ça permet de définir des tendances, etc., mais d'une manière dont on sait qu'elles peuvent être profondément modifiées par effectivement un battement d'aile de papillon. Alors effectivement, Peter Turchin, par exemple, montre des développements historiques qui ont l'air d'être assez convaincants. Bon, ça mérite d'être vérifié sur les sociétés agricoles et industrielles avec des cycles de 1 ou 2 siècles ou effectivement d'effondrement et de remise en question. Puis avec l'arrivée de l'Internet, il se demande si on est dans le même type de société et si les mêmes cycles vont continuer. Alors c'est ce que j'appelle la notion de mulet. Et effectivement, le transhumanisme et la technologie radicale d'ailleurs peut être intéressante, c'est-à-dire qu'effectivement, si on arrive à découvrir dans ces systèmes complexes des espèces de boucles cybernetiques qui se répètent, etc., on peut se demander jusqu'où telle nouvelle technologie ou telle transformation de l'être humain pourrait changer complètement la donne au niveau de l'histoire. Mais je pense que ça implique de revenir effectivement, si on s'intéresse effectivement à l'avenir de l'humanité, de revenir sur la notion d'histoire, de revenir sur la préhistoire, de revenir sur la naissance de l'écriture, etc., de se poser des questions sur le développement et sur les technologies, et d'essayer d'utiliser des nouveaux outils dont on dispose aujourd'hui, qui sont des outils mathématiques et informatiques, pour essayer de comprendre ces développements. Et enfin, je reviens dessus, j'ai parlé tout à l'heure de la voie métaphysique, qui a le rôle de l'imaginaire. Là, je vous ai parlé il y a 2 minutes, effectivement, de travailler avec des systèmes complexes, il y a des logiciels pour ça, etc. Mais il y a aussi que, finalement, si on considère le transhumanisme comme une branche philosophique de la science-fiction, on peut travailler sur l'imaginaire, c'est-à-dire qu'effectivement, dire finalement ce que disent les auteurs de science-fiction, les imaginations les plus folles, les plus radicales, nous permettent d'avoir peut-être une vision de scénario possible. Alors, je vais vous donner 2 exemples qui sont tout récents, qui sont intéressants là-dessus, parce qu'effectivement, ce sont des exemples très récents et tout à fait pratiques. D'abord, il y a l'auteur de science-fiction Neil Stephenson, qui s'est associé avec des chercheurs et des scientifiques en technologie pour imaginer des nouveaux systèmes technologiques. Par exemple, il travaille en ce moment à la création de tours gigantesques, de projets de tours gigantesques qui permettraient à des avions stratosphériques de se déplacer très haut dans le ciel sans avoir besoin d'atterrir pour effectivement refaire le plein, etc. C'est pas l'ascenseur spatial d'Arthur Clarke, hein. C'est beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus possible, mais effectivement c'est une idée un peu folle qui peut être effectivement, comme seul un auteur de science-fiction peut l'élaborer. Récemment, il y a eu aussi quelque chose de très intéressant, c'est l'Institut for the Future, qui est donc un institut de prospective américain, qui fait des travaux très intéressants, qui a commandité un ouvrage de nouvelles
sur la matière programmable, c'est-à-dire tout le domaine qui va de l'Internet des objets, si vous voulez, à la nanotechnologie profonde. Et il a demandé à plusieurs auteurs, et pas n'importe lesquels, puisqu'il y a Bruce Sterling, il y a Rudy Rucker, il y a Ramesnam, qui a, je crois d'ailleurs, écrit avant beaucoup sur le transhumanisme, d'imaginer des futurs, et il leur a donné carte blanche. Et beaucoup des idées qui sont données dans ces nouvelles sont, d'une certaine manière, déjà des débuts de projets ou des débuts de questionnements qui peuvent devenir tout à fait pratiques et que peut-être 1000 ateliers de prospective n'auraient pas généré. Donc je pense qu'effectivement c'est intéressant. Je pense que beaucoup de gens, et ça c'est quelque chose, je vais terminer dessus, et c'est quelque chose que je répète souvent, beaucoup de gens me disent le transhumanisme c'est de la science-fiction, et très souvent je leur réponds oui et alors. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tendance à dire c'est de la science-fiction, c'est de l'imaginaire, donc finalement c'est faux, ça ne se peut pas. Et alors qu'en fait, effectivement, si on considère que l'imaginaire, etc., est la matrice de ce que nous faisons, là, effectivement, couper l'imaginaire et s'imaginer que s'en débarrasser nous permettra d'être plus réaliste, ne nous fait finalement que prédire des choses extrêmement plates et nous fait avoir des projets tout à fait, finalement, pas très avancés. Je reprends l'exemple de l'assembleur universel de Drexler. Donc vous savez, c'était cette idée de Drexler que grâce à la technologie, on allait pouvoir fabriquer n'importe quoi rapidement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Je n'en sais rien. Mais je pense que l'idée de l'assembleur universel, qui notamment était capable de créer d'autres assembleurs, a beaucoup influencé les gens qui ont créé la RepRap, c'est-à-dire la première imprimante 3D autoréplicatrice. Je vous donne un autre exemple, celui de Neil Gershenfeld. Neil Gershenfeld, c'est un professeur au MIT qui s'est passionné de manière très radicale justement sur la transformation de l'univers en bits. C'est-à-dire que pour lui, le monde allait devenir un support de computation. C'est une idée traditionnelle qu'on trouvait sur les mailing lists transhumanistes avec la nanotech. On parlait de computronium, c'est-à-dire la création d'une matière programmable, intelligente, etc. Bon, on en est très loin, mais en y réfléchissant et en redescendant de plus en plus vers des idées pratiques, Neil Gershenfeld a fini par créer une idée qui aujourd'hui est en train de triompher, qui est celle du Fab Lab. Le Fab Lab, c'est simplement un petit laboratoire où, grâce à des outils numériques, on peut fabriquer des choses dans des petits ateliers et qui coûtent pas cher et qui peuvent se déplacer vers les pays en voie de développement, etc. Donc on voit que effectivement les idées les plus radicales donnent naissance finalement à des idées tout à fait pratiques. Et je pense que c'est là qu'effectivement il y a une utilité au futurisme radical qui implique le transhumanisme de fait, c'est-à-dire effectivement de ne pas avoir peur de l'imaginaire, de ne pas avoir peur d'une certaine radicalité, mais peut-être que contrairement simplement, je dirais, à une pratique artistique, pourrait utiliser des logiciels de type système complexe, etc., pour donner un peu plus d'assise à toutes ces idées. Donc voilà, je suis ouvert à toutes vos questions, je vous remercie. Voilà un petit peu donc un peu à quoi pourrait éventuellement servir le transhumanisme selon moi. Merci Rémi. Merci. Et tout le monde me fait un applaudissement parce que c'était une conférence très bien faite à mon avis. Est-ce que je peux poser la première question? Bon, il s'agit plutôt d'un commentaire. Je suis complètement d'accord avec le contenu. Oui, Marc? Giulio, pardon, on n'a pas pris le temps de montrer à toutes les personnes présentes comment on levait la main. Donc peut-être on peut juste prendre une minute ou si tu veux, tu seras plus précis que moi, rappeler comment chacun peut signaler sa demande de parole. Oui, mais bon, maintenant, on n'a pas coupé les microphones de tout le monde, alors il n'est pas vraiment nécessaire. Il y a des outils d'administration qui sont utiles quand il y a plusieurs dizaines de personnes pour couper les microphones de tout le monde et permettre aux gens de lever la main, donner la parole à quelqu'un et après découper son microphone. Mais maintenant, je pense qu'on est tous des gens bien élevés et on n'est pas trop. Alors, peut-être on peut continuer à le faire d'une manière spontanée. Simplement, quand quelqu'un a fini, quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Qu'est-ce que tu penses, Marc? Ok, essayons comme ça. On est une quinzaine, donc ça doit le faire. Alors oui, Oui, Giulio.
Oui, sinon ça devient complètement. Non, je souhaite simplement dire que je suis complètement d'accord avec les contenus de la dernière planche de Rémi. Finalement, qu'est-ce que c'est le transhumanisme? Le transhumanisme n'est pas vraiment science. Il a quelque chose à voir avec la science, bien entendu, mais on ne peut pas dire que le transhumanisme est science. Il n'est pas philosophie, il n'est pas politique, il n'est pas littérature. Je suis complètement d'accord avec la définition de Rémi. Le transhumanisme, c'est la branche philosophique de la science-fiction. Je pense que c'est une très bonne définition. Et il n'est pas quelque chose de négatif. Comme Rémi disait tout à l'heure, oui, le transhumanisme est une partie de la science-fiction, et alors, il a quand même une fonction très, très positive à jouer dans le monde d'aujourd'hui quand on pense à l'importance de la science-fiction, quand il s'agit de stimuler l'imagination des gens et les rendre passionnés pour la science. Il ne faut pas oublier que toutes les conquêtes de la science et la technologie d'aujourd'hui, quand on parle des biotech, des nanotech, d'Internet, des interfaces cerveau-machine, future extension de la vie, mind uploading, tout ça sont des idées qui ont été développées par des gens qui ont été stimulés et passionnés par la science-fiction dans leur jeunesse. Et c'est bien ces gens-là qui ont développé la technologie d'aujourd'hui. Finalement, j'espère bien dans une renaissance de la science-fiction dans des thèmes transhumanisme, comme par exemple les deux dernières nouvelles de Ramesnam qui Rémi vient de mentionner. Si la science-fiction peut stimuler une nouvelle génération de gens, lui pousser à étudier la science et développer la science et la technologie de la moitié du siècle, alors là, je pense que le transhumanisme aura joué un rôle tout à fait important. Qu'est-ce que tu penses, Rémi? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, ça va être quelque chose de. Je pense que la science-fiction est la littérature d'aujourd'hui. Et j'irais même plus loin. Je dirais on pourrait se dire bon, mais finalement, les gens ne sont pas tellement dans la science-fiction, mais sont plutôt dans la fantasy aujourd'hui. Mais je pense que finalement, même quand vous avez une fantasy médiévale du genre Game of Thrones, etc., il y a une idée qui est très science-fictionnesque quand même dans la fantasy contemporaine, qui est effectivement l'idée que finalement chacun d'entre nous peut s'initier et acquérir des pouvoirs. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, même si c'est dans un contexte médiéval, il y a une idée philosophique du progrès dans la fantaisie contemporaine qui n'est pas forcément présente dans le fantastique plus ancien. Si personne demande la parole, je la demanderai bien. Je peux? Vas-y, Didier, bien sûr. Oui. Euh, donc, je- j'aime beaucoup les exposés de Rémi et je trouve toujours cela extrêmement intéressant. Mais ici, c'est un domaine où je ne partage pas la conclusion. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est pour moi le transhumanisme? Enfin, et je préfère toujours le terme technoprogressisme. Mais donc, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est le fait d'avoir d'envisager et d'essayer de comprendre les progressions technologiques en ayant globalement une opinion favorable, en estimant que, en général, les progressions technologiques sont quelque chose de positif à condition d'être bien gérées. Et je ne pense pas que cette conception soit aujourd'hui plus mainstream qu'il y a 10 ans, et qu'il y a 10 ans, elle était plus mainstream qu'il y a 20 ans. Et je dirais même que, en tout cas, si cette vision positive des progressions technologiques, elle est moins présente aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans. Ce qui se passe, mais ça c'est aujourd'hui comme il y a 10, 20 ou 30 ans, c'est que des choses qui, il y a 20 ans, étaient de la science-fiction, sont maintenant devenues réalisables. Et que donc l'opinion favorable par rapport aux progressions technologiques, ça ne se pose plus. Par exemple, je sais pas moi, par rapport à la capacité d'avoir accès à toutes les connaissances ou à des millions de pages de connaissances, ce qu'on a maintenant par un téléphone mobile, mais ça se pose par rapport à
je sais pas, le fait qu'on pourra demain avoir accès à des connaissances, mais simplement par la pensée, bien par des améliorations radicales en matière de longévité. Et pour ce qui est, hein, puisque c'est mon sujet favori, c'est les questions relatives à la longévité. Pour ce qui est de progression radicale en matière de longévité, je ne pense pas que ça soit devenu aujourd'hui mainstream, et je pense que enfin, d'une part, c'est quelque chose d'assez peu compris par la majorité des citoyens, et d'autre part, quand c'est compris par des citoyens, le niveau d'opposition reste quand même extrêmement élevé. Donc, donc je me demande s'il n'y a pas la classique confusion, euh, comment dire, ce qui était de la science-fiction hier est devenu de la réalité aujourd'hui, mais ça n'empêche que ce qui est de la science-fiction aujourd'hui n'est pas encore perçu comme acceptable par le citoyen moyen, et donc n'est pas en train de devenir mainstream. Voilà, j'espère que je me suis bien Vas-y, exprimé. Didier. Enfin, ma remarque, mais qui est aussi une question évidemment à Rémi. Qu'est-ce qui te fait penser ça, que on est devenu mainstream par rapport au futur envisageable dans 20 ans? D'abord, mainstream, effectivement, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup discuté par des gens qui parlent de technologie. Ça ne veut pas dire que tu descends dans la rue, les gens sont forcément dedans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de la discussion sur la longévité, tu en as en dehors, même si c'est avec de l'opposition, moi je ne dis pas le contraire, mais tu en as, le sujet est débattu. Autre chose, tu as dit toi-même, c'est intéressant, tu as dit, je préfère parler de technoprogressisme. C'est-à-dire que toi-même, tu reconnais que finalement, la notion de transhumanisme, le mot transhumanisme, finalement, ne recoupe pas un certain nombre de tes idées. La longévité est un cas un petit peu à part, je dirais, dans tout le panel de la pensée transhumaniste, parce que, bon, à mon avis humble, mais ça, on en a déjà discuté de manière ensemble sur le sujet, je pense que la longévité est simplement le prolongement de la recherche médicale. C'est-à-dire qu'elle va arriver de manière tout à fait naturelle, et les gens ne s'y opposeront pas parce qu'ils ne réaliseront pas qu'elle existe. C'est-à-dire que bon, comme même, je pense qu'on pose souvent, et c'est pour ça qu'il y a cette opposition, une opposition à la longévité, parce qu'à mon avis, on pose aux gens la mauvaise question. On leur dit, est-ce que vous voulez vivre plus longtemps, etc. Et ils disent, oh mon Dieu, quelle horreur. Bon, maintenant, si on pose la question réelle, à mon avis, la question pratique qui se passera, c'est-à-dire, voulez-vous qu'on arrête la recherche sur un certain nombre de maladies et que le médecin puisse refuser un traitement à quelqu'un sous prétexte qu'il est trop vieux? Tu verras, à mon avis, que le sondage sera complètement différent. Or, c'est ça la question. Dire je suis contre la longévité, c'est du vague, c'est de la philosophie. Mais dire je suis pour qu'on restreigne l'accès aux soins. Allô? Ah bon, j'ai eu peur, j'ai vu l'écran qui était devenu complètement noir, je me suis dit ça y est, c'est le bordel. Mais non, en fait, c'est juste mon économiseur d'écran. Si on commence à poser la question est-ce que vous voulez restreindre l'accès aux soins, les gens vont tout de suite te dire ah non, 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 non. Et c'est pareil, les gens, si tu leur dis voulez-vous abolir le vieillissement, ils vont te dire ah mais je suis con, quelle horreur. Mais s'ils vont chez le médecin et que le médecin leur dit ouais, vous avez une petite conséquence là du vieillissement, j'ai un produit contre ça, ils vont tous dire oui. À mon avis. Maintenant, je me trompe peut-être. Ouais, ok, mais Euh, je ne comprends pas oui. pourquoi enfin, j'entends ton raisonnement, mais qu'est-ce qui fait que c'est devenu plus mainstream hier? Quelque chose m'échappe dans ton raisonnement, en Je fait. dirais que là, c'est peut-être Et, simplement mon. ouais. Vas-y, vas-y. Excuse-moi, vas-y, Didier. Excuse-moi. Non, enfin, je ne suis pas suffisamment vieux dans le mouvement pour pouvoir dire comment j'étais auparavant, mais le terme transhumanisme, je n'ai jamais tellement aimé, parce que je le trouve, de manière générale, d'une part, parce qu'il évoque des sectes dans la perception commune, en tout cas en Belgique, et puis d'autre part, parce que pour moi, il ne couvre pas l'ensemble du champ des progressions technologiques, mais enfin, c'est une autre discussion.
Ceci dit, c'est On a vrai que je une suis assez demande d'accord avec d'intervention. toi. Une demande d'intervention de Nicolas. Nicolas? Faut mettre le micro. Peut-être que C'est Nicolas l'icône qui se juste. trouve en bas à gauche, normalement troisième sur la gauche, en dessous de l'écran où on Je me voit demande si Nicolas a justement pas un problème de connexion à l'instant même. Ouais, j'ai l'impression qu'il vient de disparaître de la liste. Nicolas, attends. Je le vois plus, ouais. Alors, il devrait revenir sans doute dans tout quelques Je peux instants. que Nicolas n'est pas là. Ouais. Peut-être qu'il a coupé la Est-ce- fenêtre au lieu de mettre la main sur le micro. Son micro, il a peut-être pas appuyé sur la bonne icône. Pour le mainstream, j'ai eu l'occasion. Allô, allô, mince. Ah, mais j'ai. Oui. Ah, j'entendais Qui plus rien. parle? Qui m'entend? C'est moi? On m'entend? C'est- Oui, Ouais. voilà, Nicolas, C'est qui oui. qui parle Ah, excusez-moi, C'est je suis Nicolas. désolé. Vas-y, Excusez-moi, vas-y, j'ai Nicolas. j'ai mon écran qui a freeze. Non, on parlait sur l'histoire du mainstream. Alors effectivement, je crois que pour l'instant, on fait pas encore trop la différence effectivement entre ceux qui, disons, sont plus sur le domaine de l'allongement de la vie, ceux qui sont plus. Je pense que ce qui a créé le mainstream, c'est aux États-Unis l'arrivée de Kurzweil chez Google. Ouais. C'est ça qui a fait vraiment. Ouais. Alors, il y a les projets, l'idée qui donne une date 2045. Ça a créé chez les journalistes des IT une espèce d'excitation un peu frénétique sur l'immortalité, sachant que eux sont proches de ces milieux-là et se disent peut-être qu'il y a quelque chose, même pour nous, un peu comme à l'époque des journalistes qui allaient se servir pendant le Tour de France chez les cyclistes d'avoir un petit peu d'amphétamine ou de trucs comme ça, on va dire. Hein. C'est presque du même domaine. Hein. Ils sont tous très excités là par ces idées-là. Et en même temps, je pense que aux États-Unis, les grands IT, hein, Information Technology, tout ça, ont une philosophie derrière. Certains non avoués, d'autres très mercantiles, mais quand même avec un objectif. On voit les wearables aujourd'hui. Hein, on commence à avoir des choses qui s'attachent sur le corps, etc. On voit bien qu'il y a une interpénétration à la fois du hardware et puis enfin, on voit qu'il y a aussi ce rapprochement, cette convergence numérique réelle avec la réalité augmentée, etc. Donc c'est des sujets qu'en fait nous on voit de manière parcellaire en France encore chez les observateurs, notamment les médias, où ils voient des gadgets, des avancées technologiques, des machins, mais ils voient pas un courant. Ils voient pas une roadmap. Mais aux États-Unis, il y a réellement une roadmap. Et là, j'ai vu récemment chez Facebook qui emboîte le pas à Google, hein, où ils parlent d'IA, ils parlent d'humains connectés, mais au sens presque connecté à la machine, etc. Il commence à y avoir une espèce de compétition. Et on peut très clairement définir que la vision derrière, elle est quand même très clairement transhumaniste. Alors, est-ce qu'ils sont transhumanistes eux-mêmes? Je pense pas, mais ils s'inscrivent dans une vision qu'on a définie, qu'en tout cas le transhumanisme a plus ou moins, évoque par sa pensée. Donc ça devient mainstream. Alors, est-ce que ça va devenir une mode? Parce que je sais qu'il y a des films en préparation. Par exemple, il y a Transcendance, un film avec Johnny Depp qui parle d'un scientifique qui va uploader son cerveau sur un ordinateur, etc. Donc, est-ce que ça va être un type de mode comme les avatars à un moment donné, etc. Puis ça va retomber? Je pense pas, parce que quand même là, il y a quand même ça touche énormément de domaines, hein. Les neurosciences, les machins. Donc, ça va être difficile de taire le truc une fois qu'il sera lancé. Hein. On voit bien qu'il y a un appétit énorme pour les news technologiques aujourd'hui en France. On passe même, je dirais même que ceux qui s'intéressaient à des trucs comme CNET avant commencent à s'intéresser à des choses beaucoup plus scientifiques aujourd'hui. On voit des choses très scientifiques dans des trucs informatiques aujourd'hui, dans des journaux informatiques. Tout ça se mélange un petit peu, etc. Non, je pense que ça devient peut-être pas encore tout à fait en France, mais je pense qu'il y a alors par contre je crois qu'on n'identifie même pas encore la longévité au transhumanisme. Je pense que c'est même, effectivement, Didier, tu as raison de ce point de vue-là. Je pense même que c'est pas l'idée de longévité qui est associée au transhumanisme, c'est plutôt l'idée de futurisme un petit peu. C'est encore un petit peu pas très net en tout cas. Mais c'est justement peut-être à nous Ah, est-ce qu'on m'entend toujours?
On Je ne t'entend sais très plus. bien. Ah, d'accord, très bien. Voilà, c'est comme ça que moi je le perçois parce que j'ai eu l'occasion vraiment je fais beaucoup de veille pour différents clients, etc. Et j'ai une observation assez large des choses et je vois le nombre absolument extraordinaire de d'articles qui associent certaines entreprises au mouvement transhumaniste, hein, ou en tout cas évoquent le sujet. Hein, voilà, donc c'est comme ça que je le vois. Euh, Mais effectivement. vas-y, excuse-moi. Allô, Oui, Nicolas? donc Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose? On le perd de nouveau. Je vois un symbole qui me dit qu'il a un petit souci. Moi, je voulais Euh, plus soyer, si j'ose dire, ce que disait Nicolas. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement. Ah oui, il y a écrit Nicolas de Connection Problem. C'est intéressant parce que c'est le signal quand même quand il y a quelque chose comme ça. Je vais donner un exemple, je ne sais pas si Nicolas sera revenu, mais qui va tout à fait dans le sens de cette mainstreamisation, parce que ça m'avait frappé, et c'est quand même un exemple qui a déjà 3-4 ans facile. Hein. Je vais prendre le thème de la Didier sur les aspects singularité. longévité. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire, c'est que ouais. Ça va? euh, Je crois que le Allô? son est arrivé en retard à cause du problème de connexion. Ah d'accord. Donc je disais, je vais te donner un exemple qui est celui de la singularité. Il y a 3-4 ans, bon, moi je connaissais le thème de la singularité depuis que je m'étais intéressé au transhumanisme, et j'ai toujours pensé que c'était un thème tellement délirant que celui-là ne pourrait jamais prendre. C'était vraiment quelque chose vraiment, il fallait vraiment être extrême, même chez les transhumanistes, pour adopter le même de la singularité. Bon, entre-temps, il y a eu la Singularity University, que vous connaissez tous, mais je me souviens, il y a eu un numéro spécial singularité dans IEE Spectrum. Alors, je ne sais pas si vous connaissez aux États-Unis IEE Spectrum, c'est la revue de base des ingénieurs. C'est-à-dire, il n'y a pas plus, comment dire, respectable que IE Spectrum. Si vous voulez, c'est pour l'ingénierie ce que nature pourrait être pour la science. C'est quelque chose de vraiment. Et ils ont fait un numéro spécial singularité. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça veut dire à quel point ces idées commencent complètement à se retrouver. Pas partout, Didier, je reprends ce que disait Didier, bien entendu, pas chez tout le monde, mais disons, elles sont de plus en plus discutées. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, bon, maintenant il est plus à la mode parce qu'il a démissionné, mais c'est comment effectivement Benoît XVI avait construit un petit peu son idéologie sur une opposition au transhumanisme, même s'il ne prononçait jamais le nom. Mais ça, c'est une preuve de succès. Hein. alors, est-ce que je peux en profiter pour intervenir maintenant? Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Ouais. Bon, je voudrais rajouter un élément et puis enfin je sais pas qui ne va peut-être pas exactement non plus dans la direction que nous proposait Rémi ou en tout cas pas complètement. Donc je suis complètement d'accord sur plein de choses, par exemple le rôle lié à l'imaginaire, le lien avec la science-fiction, ça pour moi ça fait pas de doute. Mais c'est sur ce que peut devenir ou ce que peut être exactement le mouvement transhumaniste que je me pose des questions. Il me semble que tout ce dont on parle aujourd'hui, là en ce moment, je veux dire que ce soit plutôt ceux qui s'intéressent à l'allongement de la durée de la vie, ceux qui s'intéressent plutôt au biohacking, le fait qu'il y a plein de gens qui agissent sans se reconnaître dans le nom ou se mettre l'étiquette transhumanisme, etc. Ceux qui s'intéressent à la cryonie, tout ça sont des gens qui sont présents même en France aujourd'hui. En effet, ils n'ont pas, comment dire, il n'y a pas d'étendard qui rassemble toutes ces personnes-là, mais j'ai tendance à penser que tout ça a tendance quand même à aller dans la même direction globale. Permission de faire tomber tout un ensemble de barrières et qui sont justement des barrières qui jusqu'à présent sont considérées comme étant celles qui participent à définir l'humain. Et donc il me semble bien que tout cela va dans la direction de ce que moi je continue à appeler un transhumanisme. Je me dis que
peut-être que demain, ça n'est pas le mot transhumanisme qui sera conservé et qui servira à fédérer tout ça. Et d'ailleurs, ça n'a pas forcément grande importance. Mais je ne serais pas étonné que progressivement il y ait quelque chose comme quelque chose de fédérateur qui se mette en place, tout simplement parce que les uns peuvent se rendre compte qu'ils ont besoin des autres pour aller globalement dans la même direction. Et, il y a des moments où pour que une société continue à avancer, il faut que il y ait des choses qui se traduisent dans les règles qu'on se donne en commun. Donc, par exemple, dans la législation. Or, dans le système qui continue à être imposé ou plus ou moins fonctionnel aujourd'hui, dans ce qui existe et qui fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire la bête démocratie représentative dont on souffre peut-être tous, bien, les gens sont poussés encore à fonctionner, pas forcément de manière majoritaire, mais un grand nombre sont encore poussés à adopter les règles de la politique classique, par exemple. Je sais bien que les transhumanistes sont bien placés en général pour se dire qu'il y a d'autres manières de construire une politique que de passer par ces voies classiques-là, mais elles ne vont pas s'effondrer tout de suite. Or, elles demandent de la fédération pour l'instant. Et donc, je me dis que en parallèlement à l'émergence d'autres expressions politiques au sens large, donc par les réseaux, par tout ce qu'on voit se faire concrètement, eh bien, je ne serais pas étonné qu'il y ait même des mouvements fédérateurs qui prennent corps à différents endroits. D'ailleurs, il y a des tentatives, ça n'est pas très ancien, ça fait pas très longtemps qu'il y a différents groupes, enfin à ma connaissance en tout cas, qui a des différents groupes, oui, qui rassemblent suffisamment de personnes, et qui on commence à se dire, il faut créer un parti politique. Alors par exemple, ça se voit en Grande-Bretagne à travers une initiative assez récente, enfin ça a un an à peu près, par exemple du groupe Zero State. Ça se voit à travers ceux qui poursuivent plutôt l'objectif de l'accroissement de la longévité, avec l'idée de créer un parti politique spécifiquement axé sur la question de la longévité. Et personnellement, je suis de temps en temps sollicité pour me dire, mais alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir un parti politique transhumaniste? Alors moi personnellement, je considère que c'est tout à fait trop tôt, qu'il y a besoin encore qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives en tous ordres qui se développent à droite ou à gauche, mais je ne serais pas étonné qu'à un moment donné ou à un autre, en effet, quelque chose comme ça finisse par exister également. Rémi, qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse-là? Tout est toujours possible, hein. Comme je dis à la fin, de toute façon, on ne peut pas prédire, donc je ne vais pas m'amuser à prédire. J'ai des doutes, personnellement, sur l'idée, c'est pas tellement une question de nom du transhumanisme, mais que l'ensemble des concepts de transhumanisme puisse être quelque chose de fédérateur en soi. J'imagine, effectivement, je ne sais pas ce que veut Zero Stage, je ne les connais pas, hein, mais ce parti politique transhumaniste, par exemple, quelle va être sa politique économique? Je pense que les gens vont se déchirer dans la minute. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vouloir créer qu'il y ait des lobbies, et je n'utilise pas du tout lobby dans le sens terme, dans un sens négatif. Je trouve ça très bien, c'est-à-dire que qu'il y a un groupe de pression pour augmenter les recherches sur la longévité, par exemple, super. Qu'il y ait des groupes de pression pour augmenter la liberté cognitive, comme il en existe aux États-Unis, très bien. Sur la liberté morphologique aussi, très bien. Ceci dit, je ne suis pas sûr que ces gens vont si facilement s'agréger ensemble autour d'une thématique commune. Regarde simplement les déchirures qu'il y a eu sur le plan politique entre les différents groupes transhumanistes. Ce sont des déchirures qui sont profondes, à mon avis, qui ne permettent pas l'alliance, tout simplement. C'est-à-dire, bon, ça c'est un point de vue qui est personnel. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir entre un libertarien membre de la, comment ça s'appelle, la National Rifle Association et anarcho-capitaliste, un accord avec quelqu'un sur un plan, dans un domaine, je dirais, spécifique, qui serait par exemple la longévité, avec quelqu'un qui serait plutôt, je sais pas, démocrate, etc., libéral-démocrate ou quelque chose comme ça. Mais
je ne les vois pas dans une idéologie commune. D'ailleurs, je pense que les déchirures du mouvement transhumaniste viennent du fait que dès qu'on rentre dans l'affaire de la politique, il y a des différences qui sont vraiment très, très, très fondamentales et qui ne peuvent pas être gommées, je dirais, comme étant des tendances. Si tu veux la question, est-ce que le transhumanisme est une idéologie globale où il y aurait des tendances à l'intérieur, ou est-ce qu'au contraire le transhumanisme est une tendance qu'on peut retrouver chez plein d'acteurs politiques qui vont être complètement différents? Est-ce qu'il est secondaire ou est-ce qu'il est primaire, je dirais? À mon avis, il est secondaire aujourd'hui. Et je t'en donne une preuve. Je termine. Je t'en donne une preuve qui, moi, m'a frappé. C'est un transhumaniste historique, dont je ne dirais pas le nom, parce que c'est pas le, mais certains le reconnaîtront, qui, par exemple, bien ayant dirigé une association transhumaniste, etc., était tellement républicain qu'il a clamé quand même son soutien à Sarah Palin sur son blog à un moment, alors que c'est quand même quelqu'un qui est proche des milieux créationnistes et qui qui est contre l'usage des cellules souches, etc. C'est-à-dire qu'au moment de savoir s'il allait servir le républicanisme dur ou le transhumanisme, il a préféré servir le républicanisme dur. Et je pense que c'est vrai aussi pour toutes les tendances politiques, c'est-à-dire que finalement le transhumanisme passera toujours derrière, parce qu'au niveau du présent, on a des différences radicales les uns avec les autres. Je suis tout à fait d'accord, hein, Rémi, avec cette analyse-là. Moi, je me disais qu'on pourrait peut-être voir émerger quelque chose qui ressemblerait un petit peu à la trajectoire de l'écologisme, c'est-à-dire que l'écologisme s'est éclaté en je ne sais pas combien de chapelles et au fond, au bout du compte, l'écologisme ne constitue pas une force politique dominante, mais simplement le parti politique a été un outil qui a servi à ce que, enfin, qui a aidé peut-être à ce que les idées de l'écologisme, eh bien, aujourd'hui, soient présentes dans tout le spectre de la vie politique française. Et je me demandais si on ne serait pas amené à avoir quelque chose de cet ordre-là avec l'histoire du transhumanisme. Je me pose la question. C'est effectivement possible. C'est possible qu'effectivement, il y a un moment historique où le transhumanisme se génère en mouvement politique. Je pense qu'effectivement, on peut continuer jusqu'au bout avec la comparaison avec l'écologie. Je pense que ça ne durera pas. Mais effectivement, je pense qu'on peut imaginer effectivement ce moment-là à un moment précis de l'histoire. Ok. Est-ce que donc j'ai pas eu le temps de lire tout ce qui se disait sur la fenêtre de chat. Est-ce qu'il y a eu d'autres oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions de formuler peut-être et qui mériteraient d'être reprises pour toutes les personnes ou qu'on puisse rediriger vers Rémi particulièrement? Moi j'aurais une question. Oui. Donc, je vous explique, on fait des travaux personnalisés encadrés dans le cadre du lycée. On est en première S avec Valentine et Shaïba. Donc, on aimerait savoir où en sont les progrès actuels du transhumanisme. En tant que mouvement de pensée ou en tant que mouvement organisé quasi politique? Non, par exemple, j'ai trouvé dans une revue une lentille qui permettrait de voir zoomer en fait à un endroit. Est-ce que ça, c'est du transhumanisme en fait? Donc, plus précisément, en tant que réalisation technique, quelle réalisation technique actuelle est-ce que on peut considérer comme allant dans le sens du transhumanisme? C'est plutôt ça la question? Oui. Donc, je n'ai pas en tête l'exemple précis que tu cites en parlant d'une lentille qui permette de zoomer, mais je pense à d'autres exemples, comme par exemple les greffes de rétine artificielle qui au départ sont conçues pour rendre la vue à des aveugles et puis dont on se rend compte finalement qu'elles peuvent même servir à voir les infrarouges ou à des prothèses on peut appeler biomécatroniques
donc qui permettent de remplacer des membres qui d'abord sont conçus dans une logique médicale, donc pour restituer la mobilité du membre entre guillemets naturel, et puis finalement dont on se rend compte qu'on peut tout aussi bien les régler, par exemple pour donner une liberté de 360 degrés à un poignet, ce qui fait que la personne se retrouve dotée de quelque chose qui va au-delà de la capacité physique de l'humain. Donc voilà rapidement deux autres exemples qui, à mon sens, vont en effet dans le sens d'un transhumanisme. Et on pourrait en citer encore un certain nombre d'entre. Je pense que si on s'amusait à faire un tour de la salle, chacun pourrait donner un ou deux exemples de pratiques techniques qui sont déjà existantes et qui vont dans ce sens-là, ou d'autres dont on pressent qu'elles sont sur le point d'arriver, enfin, soit sur le marché, dans les labos, soit sur les tables d'opération, etc. Donc ces avancées sont assez régulières et souvent de plus en plus impressionnantes. Peut-être les plus impressionnantes sont celles qui arrivent dans le domaine des biotechnologies, par ailleurs, avec des cas de thérapie génique, bon, qui ne sont pas encore très très nombreuses, mais enfin qui sont encore probantes. Donc, bon, il y a des champs assez divers comme ça qui laissent entrevoir des possibilités de transhumanisme au sens tout à fait premier, il me semble. Maintenant, pour dire à quel point est-ce qu'on se trouve, moi, il me semble qu'on est dans un mouvement d'avancée, même de progression très régulier. C'est-à-dire que en une année, enfin, je sais pas, moi, je constate, je sais pas, entre 6 et 10 ou je sais pas, nouveautés technologiques qui me semblent tout à fait importantes, qui ont des aspects révolutionnaires pour un domaine ou un autre, dans un domaine ou dans un autre. Donc, bon, ça, ce sont des impressions comme ça à la va-vite. On peut peut-être faire un rapide tour pour demander aux uns et aux autres quelles sont leurs impressions sur la vitesse de progression de technologies qui, comme celle-là, permettent de dépasser ce qu'on peut considérer comme la condition biologique naturelle au sens strict de ce que on est comme on est né, hein, naturel. Qui veut rajouter un élément de réflexion ou des exemples à ce sujet? Ouais, Bon, moi, je peux citer des exemples. Et, bon, il y a aussi. pas mal de progrès dans le domaine de la neurotechnologie, par exemple les interfaces cerveau-ordinateur. Là, il y a des choses intéressantes qui sont en train d'être développées. Et ils seront peut-être dans la prochaine décade un impact, je dirais, foudroyant. Mais il ne faut quand même s'attendre des miracles d'un jour au lendemain. La recherche est en cours d'être faite et le développement des premiers prototypes implémentatifs aussi. Par exemple, la semaine prochaine, la nouvelle, il y a un singe dans un labo de Duke University aux États-Unis est en train d'apprendre comment contrôler un robot avec la pensée. Si vous voyez les nouvelles scientifiques, chaque semaine, il y a 2 ou 3 exemples de type de progrès. Et je suis convaincu que le résultat sera foudroyant, mais la semaine prochaine et même pas l'année prochaine. Il ne faut pas s'attendre à un progrès trop vite. J'aurais tendance à dire, pour ajouter, que en fait on baigne dedans, donc on a l'impression que c'est lent, alors qu'en fait c'est très rapide. Mais c'est par petites touches, donc on s'en rend pas forcément compte, quoi. Il suffit de regarder il y a 10 ans où on en était et on se rend compte que, par exemple, on n'avait pas tous les robots ménagers aspirateurs qui sont chez nous et qui sont encore pas très grand public, mais qui commencent à se diffuser.
les prothèses mécaniques alliées à des interfaces pour contrôle par la pensée, ça peut apporter quelque chose d'important, je suis tout à fait d'accord. Et puis, je pense que ça va changer la vie de beaucoup, beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui ont eu des amputations. Il y a aussi les exosquelettes japonais qui arrivent, qui permettent qui sont faits au début pour aider à soulever des charges et qui permettent aux gens où des réflexions se font pour savoir si quelqu'un qui a un handicap ne pourrait pas les utiliser pour marcher. Tout un tas de trucs comme ça, mais bon, c'est un mouvement d'ensemble. C'est très dur de l'appréhender dans son côté révolutionnaire. Mais par contre, on s'en rend compte au bout du compte, en fait. Une fois qu'on a passé la barrière, on se dit, ah oui, il y a eu une révolution comme ça. Je me souviens au début des années 90, c'était rare d'avoir un PC et généralement il était peu puissant. À la fin, au début des années 2000, 10 ans plus tard, tout le monde en avait un. Et dans le bain de l'époque, on s'en est pas totalement rendu compte, quoi. Mais le PC s'est imposé de partout, chez tout le monde. Je pense que là, ça sera pareil sur les implants et sur d'autres choses liées au transhumanisme. Ceci dit, moi je vais peut-être te donner un petit bémol parce que je fais partie de ceux qui ont plutôt l'impression qu'on est dans une phase de stagnation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'état d'innovation dans plein de domaines, comme celui des prothèses, etc. Et je pense qu'effectivement, comme je disais, on est quand même face à une barrière, c'est-à-dire qui peut être franchie, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, par exemple, on ne sait pas, pour reprendre ce que je disais, gérer les systèmes complexes comme l'intelligence, etc. On a très très peu de théories, par exemple, on a de plus en plus de quantité de connaissances, mais on a très peu de théories sur l'organisation de ces connaissances. Je peux prendre le cerveau, je peux prendre également l'exemple du génome. Hein. Par exemple, il y a eu un progrès fabuleux, fantastique, dans le domaine du séquençage du génome. Mais par exemple, le domaine du décryptage du génome, reste encore extrêmement lent. Même quelqu'un comme Craig Venter, j'ai vu dans une interview, reconnaît que le séquençage du génome, le séquencer, ça veut dire simplement savoir de quoi un génome est constitué, n'avait pas encore donné rempli toutes les promesses qu'il était censé remplir. D'ailleurs, certains se sont pas privés de dire oui, ça servait à rien et tout, ce qui n'est pas du tout mon point de vue. Je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, le génome répondra à ses promesses. Mais effectivement, c'est plus lent que prévu. Je reprends comme toujours l'exemple, parce que c'est un domaine que j'ai bien connu, qui est celui des mondes virtuels. Hein. Quand le VRML, qui était le premier format de création d'univers virtuel, a été créé en 1995, on peut dire que depuis, il n'y a pas eu de progrès gigantesque dans le domaine du virtuel, je dirais, et Second Life, par exemple, n'avait absolument aucune innovation technologique dans ce domaine-là. Je dirais que les deux seules innovations qu'il y a eu dans ce domaine, c'est la Wii et la Kinect. Et on attend quand même de voir des mondes virtuels plus précis avec la Kinect, puisque la Wii a déjà quasiment disparu. C'est vrai que moi j'ai plus l'impression qu'effectivement il y a des tas d'innovations dans le détail, mais qu'on n'est pas du tout dans une logique de transformation radicale ces 10 dernières années. Je dirais, depuis à peu près l'an 2001, 2002, etc. On est dans la progression de quelque chose qui existe déjà. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu vraiment de rupture, ce qu'on appelle l'innovation de rupture depuis une dizaine d'années. Est-ce que, ça se discute, évidemment. Je vais dire quelques petites choses. La première, c'est que pour moi, c'est comment dire, la vitesse des progressions, c'est justement une des raisons pour lesquelles, ou en tout cas, je suis actif à Technoprog, c'est parce que je pense qu'on peut avoir une petite influence, peut-être même pas sur l'accélération, pas globalement, mais sur les domaines dans lesquels on pousse vers des accélérations ou pas. Il y a un domaine où je suis d'accord avec Rémi, c'est que je pense que pour tout ce qui est intelligence artificielle, disons, les progrès sont moins rapides que ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais quand tu dis par rapport à 2000, enfin, par rapport à 2000, je suis persuadé que pour toutes les applications de Google qui ressemblent quand même à de l'intelligence artificielle, si on compare ce qui est, si on voyait maintenant, si on compare ce qui est maintenant à ce qui était en l'an 2000, c'est vraiment totalement spectaculaire les évolutions. Et alors, moi je vais devoir arrêter
de regarder, mais je laisse l'enregistrement continuer. Mais ce que je voulais quand même encore dire une petite chose vite en passant par rapport à la question, flûte, ça m'échappe, par rapport à la question la question du transhumanisme en tant que mouvement politique. Il me semble effectivement que le clivage, pour faire simple, gauche-droite, restera toujours plus important que le clivage technoprogressisme versus ludite, et que donc ce qui est important, c'est d'essayer de convaincre les gens qui font notamment de la politique et qui sont parmi les décideurs. Voilà. Mais donc je vous souhaite une bonne fin de réunion. Bonne soirée Didier, à bientôt. Bonsoir Didier, oui, merci pour la vidéo. On va reprendre ça. Donc, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, tout à fait. Oui. Bien. Donc, pour répondre à, je sais plus qui c'est qui demandait au niveau des avancements sur le transhumanisme actuellement. Moi, comme je le disais sur le chat, je fréquente assez les milieux des biohackers et des transhumanistes do it yourself. Et donc là en ce moment, comme je disais, récemment, il y a eu l'implantation d'un implant qui n'a aucune portée médicale, qui sert simplement à recueillir les informations je crois que c'était le rythme cardiaque chargé par induction, donc et fait totalement en maison sans la moindre entreprise importante pour aider ou quoi que ce soit. Oui, j'ai vu la vidéo aussi, donc c'est vraiment du biohacking, puisqu'ils font ça tout seul à la maison. Petite précision de vocabulaire, ce n'est pas du biohacking, c'est du body hacking. Oui, du body hacking. Enfin, il y a la dimension bio dans le sens où, bon, enfin, c'est vraiment dans la chair que ça se passe, quoi. C'est intéressant de voir comment tu distingues la définition. Le biohacking, ce serait plutôt le triturement d'ADN dans son labo, quoi, pas sur son propre Le corps. biohacking, c'est la do-it-yourself biologie, c'est-à-dire c'est effectivement faire de la biologie et aller pour l'instant, bon, il y a certainement des interfaces entre biohackers et body hackers, mais pour l'instant, c'est quand même deux courants qui sont très séparés. Les biohackers travaillent vraiment effectivement sur l'ADN ou sur les objets vivants, etc. C'est de la biologie. C'est simplement le biohacking prend simplement acte de la baisse des prix monstrueuse qu'a connue la biotechnologie pour effectivement permettre de faire de la biotechnologie de garage. Ça, c'est le biohacking. Le body hacking, c'est effectivement triturer son propre organisme pour y mettre des implants, etc. C'est deux courants qui sont différents. Non? Oui. Pas les mêmes personnes impliquées dedans. Il y a peut-être, je te dis, il y a certainement des body hackers qui sont aussi des biohackers, mais c'est pas forcément, il n'y a pas une opposition, mais c'est pas le même centre d'intérêt, quoi, voilà. Oui, la confusion est amenée parce que le forum principal des body hackers s'appelle Biohack, donc Biohack, donc logiquement il y a une certaine confusion. Que veux-je dire? Ah oui, il y a aussi une équipe de ce forum qui est en train de lancer une expérience pour permettre de voir si un simple remplacement de vitamines permet de modifier la biochimie de l'œil pour percevoir une légère fraction du spectre infrarouge. Et wow. ils postent tout leur matériel pour leur expérience est financé par crowdfunding et leurs résultats sont accessibles à n'importe qui.
qu'ils appellent bah, les augmentations open source. Personnellement, je les essaierai pas en premier, mais si quelqu'un veut tester. Allô? En fait, il me semble que, oui, il me semble que l'un des membres de ce forum avait expliqué qu'ils font ça justement parce que le reste des technologies transhumanistes semble arriver trop lentement. Donc, au risque d'avoir certaines séquelles sur leur santé, et ils ont décidé d'accélérer les choses. Et je suis pas sûr que ce soit totalement, comment on dit ça en français, sûr pour la santé ou quoi que ce soit, mais du moins ça marche. D'accord, c'est intéressant. On a fait un petit tour d'exemples pour répondre à la question posée. Je pense qu'on pourrait encore envisager d'autres exemples. Mais ce qui me semble important, c'est qu'on distingue dans ces différentes technologies possibles, celles qui ne s'adressent que à un individu, donc qui peuvent proposer une amélioration, mais donc pour la durée de la vie de l'individu, de celles qui concernent peut-être davantage l'humanité dans son entier, celles qui touchent, donc qui sont vraiment, qui passent par la biologie et qui, par exemple, comme certaines formes éventuellement de thérapie génique, qui pourraient aller jusqu'à modifier une lignée germinale, c'est-à-dire être transmissible de génération en génération, ou donc la majorité des autres qui donc ne concernent que la personne qui la pratique sur elle. Donc, bon, voilà, il y a des types assez divers. Il y a celles qui également nous modifient ou modifient nos attitudes en tant qu'humains de manière extérieure. Par exemple, enfin, tout ce qui est usage de l'informatique, des réseaux, est-ce qu'à un certain point, à partir d'un certain degré d'immersion là-dedans, eh bien, est-ce qu'on finit pas par toucher à quelque chose qui relève complètement de l'humain, même si on est dans quelque chose de plus culturel? Par exemple, il n'y a pas forcément de transformation physique directe et visible, mais on peut peut-être parler de transformation de l'humanité dans son ensemble à partir du moment où des millions et des millions de personnes se mettent à changer complètement de manière de fonctionner. Donc voilà, ça amène à reposer la question de la définition du transhumanisme. Pardon, Rémi. C'est déjà le cas avec la lecture. C'est déjà le cas avec la lecture, hein, comme l'a montré Stanislas Dehaene. Effectivement, il y a des neurones qui sont spécialisés dans la lecture, et pourtant, ça ne peut pas être génétique, parce que la lecture sont vraiment récents au niveau, sont doublement récents, je dirais, au niveau biologique, parce que d'abord, ça n'a que 5000 ans, ce qui est très peu au niveau de l'histoire de l'évolution, et en réalité, la lecture pour tout le monde, ça a un siècle, modo, hein, parce que je sais que j'avais déjà des grandes tantes qui étaient encore illettrées, hein, donc encore